Apple investissait en 2015 55 milliards par an en Chine. Toute la chaîne d'approvisionnement d'Apple repose sur la Chine. Donc, ils dépendent de la Chine. C'est là-bas qu'ils font leur beurre. Comment la plus grande entreprise technologique du monde a-t-elle transformé le principal rival des États-Unis en superpuissance technologique et militaire actuelle? Apple a été capturé par le Parti communiste chinois. Près de 90% des iPhones sont produits en Chine. Apple est inconscient que Xi Jinping pourrait, à tout moment, mettre en péril l'entreprise. Et Apple n'a pas le droit de quitter la Chine pour aller ailleurs. Mais il y a un rebondissement. Apple le savait depuis le début. En vérité, ils sont parmi les principaux soutiens du Parti communiste chinois. Ils ont investi des centaines de milliards dans le régime, un montant sans précédent pour une entreprise. Précisément 55 milliards par an, depuis 2015. Cela fait un demi-billion de dollars au total rien que sur les 10 dernières années. C'est plus de 10 fois l'ampleur du Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act de Biden ou de la Golden Dome de Trump. Une somme colossale. Rien n'évoque plus la conception californienne qu'un demi-milliard envoyé à Pékin. Essayons donc de comprendre comment Apple s'est retrouvé dans cette position. Parce qu'en 1999, absolument aucun des produits d'Apple n'était fabriqué en Chine, et Apple n'y vendait aucun de ses produits. 10 ans plus tard, pratiquement tous les produits d'Apple étaient fabriqués en Chine, et la Chine était l'un des plus grands marchés d'Apple. Un avertissement sérieux à propos de cette vidéo. C'est un sujet sensible pour le Parti communiste chinois, et c'est pourquoi les médias traditionnels n'en parlent pas vraiment. Peu de gens abordent ce sujet. Si vous pouvez liker et vous abonner pour soutenir la vidéo, cela fait une grande différence. YouTube privilégie le contenu grand public et ne met pas toujours en avant les vidéos sensibles, surtout celles critiquant le Parti communiste chinois. N'oubliez pas, même un seul j'aime peut aider à faire connaître cette vérité. Passons maintenant à la vidéo. Ce changement peut s'expliquer par les événements de 1996. Apple était presque en faillite avec une perte stupéfiante de 740 millions cette année-là. Cela équivaut à environ 1,5 milliard d'euros actuels. L'entreprise a engagé un avocat spécialisé dans le chapitre 11, étant proche de l'insolvabilité. Bien qu'Apple soit devenue une entreprise prospère, à l'époque, elle perdait face à ses concurrents dans le secteur de l'informatique. En fait, c'est à cette époque qu'Apple a vendu la partie croquée de la pomme manquante sur leur logo. C'est une histoire vraie. Le marché était inondé de PC fonctionnant sous Windows. Et comme ils avaient tous des composants assez standards, un nouveau modèle économique appelé fabrication électronique sous contrat ou externalisation a émergé. Les entreprises d'informatique sous-traitaient la fabrication des composants et l'assemblage à d'autres sociétés. Les mêmes sous-traitants pouvaient fournir toute l'industrie informatique, générant d'importantes économies d'échelle. Plus tard, ces sous-traitants se sont délocalisés à l'étranger, où les salaires de fabrication étaient inférieurs. Mais Apple était perdant, car il n'a pas participé à la sous-traitance au début. Les conceptions de Steve Jobs étaient uniques et difficiles à reproduire pour d'autres entreprises, car il préférait la fabrication en interne. Ainsi, Apple fabriquait la plupart de ses propres produits, notamment dans l'usine de Fremont, en Californie. Mais les prix d'Apple sont devenus incontrôlables, il savait devoir changer de cap. En 1980, elle a ouvert sa première usine étrangère en Irlande. En 1981, elle a bâti une usine à Singapour. En cette même année, Apple a aussi commandé chez le sous-traitant américain SCI Systems. Cependant, en 1991, Apple a ouvert une nouvelle usine lui appartenant dans le Colorado sans s'engager totalement. Après un échec et une quasi-faillite, l'entreprise a changé de stratégie. Steve Jobs a dit « Pensez différemment, mais pas à ce point ». Après de courtes expérimentations au Mexique, Apple s'est tourné vers l'Asie, comme la majorité des sociétés américaines. Mais la Chine n'était pas encore dans le paysage à l'époque, car c'était encore un pays communiste pauvre et sous-développé. En revanche, dans les années 90, Apple a signé des contrats avec Lucky Gold Star en Corée du Sud, qui était déjà en plein essor, pour fabriquer des écrans. Taïwan a signé des accords commerciaux avec Apple et des entreprises comme Quanta Computer et Inventec qui assemblaient ses produits à l'étranger. Plus tard, le fabricant de puces taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Company deviendrait le fournisseur exclusif de puces pour Apple. Mais une autre entreprise taïwanaise, appelée On High Precision Industry, ou plus connue sous le nom de Foxconn, allait complètement changer la donne. Foxconn a été fondée par Terry Gou, une figure plus influente que la plupart des gens ne le pensent.
Il allait non seulement fonder l'une des plus grandes entreprises mondiales, mais aussi contribuer à bâtir la deuxième économie mondiale, la Chine. En 1987, le gouvernement taïwanais a levé la loi martiale, permettant aux hommes d'affaires de commercer à nouveau avec la Chine continentale. Cet événement a eu lieu 38 ans après la fin de la guerre civile chinoise, qui avait divisé la Chine continentale communiste de Taïwan nationaliste. Au même moment, la Chine s'est ouverte au reste du monde avec des réformes de marché libre sous Deng Xiaoping, et Terry Gou, également connu sous le nom d'Oncle Terry, en a profité comme personne d'autre. De nombreuses usines Foxconn ont été installées dans les provinces du sud-est de la Chine. Il a construit toute une ville à Shenzhen, où jusqu'à un demi-million d'ouvriers sont employés. Et il y a beaucoup d'autres usines Foxconn disséminées à travers la Chine. À part Deng Xiaoping, personne n'a fait plus pour développer la Chine que l'oncle Terry. Il a non seulement bâti une entreprise, mais aussi accéléré la révolution industrielle chinoise. Derrière l'ascension de Foxconn se trouve une entreprise encore plus grande, Apple. En l'espace d'environ 10 ans, Apple est passé de n'acheter absolument rien à Foxconn à acheter presque tout auprès de l'entreprise. L'histoire débute en 2000, quand Foxconn décroche son premier contrat d'assemblage des iMac G3. Ça s'est extrêmement bien déroulé. En 2003, lorsque l'iPod était très populaire, Foxconn a aussi obtenu un contrat pour sa fabrication. Dès 2005, Foxconn a travaillé sur le Mac Mini, et en 2006, ils ont décroché des contrats pour produire des MacBooks. Mais le plus important contrat s'est déroulé en 2007. Apple était sur le point de lancer l'iPhone, et Foxconn a décidé de tout miser sur ce produit. Heureusement pour eux, la maison avait 40 étages et aucune loi sur le travail. Foxconn a construit de grandes usines pour l'iPhone, convaincu de son succès futur. L'entreprise avait vu juste. Dans les années qui suivirent, l'iPhone est devenu le produit phare d'Apple, générant plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Apple est plus une entreprise de smartphones que d'ordinateurs. Et Foxconn en a pleinement profité, obtenant un quasi-monopole sur la fabrication des iPhones pour Apple. Terry Gou est un homme d'affaires incroyable avec une stratégie bien pensée. Mais il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Le gouvernement chinois a grandement soutenu Foxconn. Par beaucoup, j'entends des exonérations fiscales, des réglementations souples, des prêts avantageux des banques d'État, des terrains gratuits, et même des investissements au nom de l'entreprise. Et le fait le plus surprenant de tous, c'est que le Parti communiste chinois a permis à Foxconn d'exploiter les travailleurs chinois. Des centaines de milliers, voire des millions de travailleurs ont quitté la campagne pour s'installer en ville afin de travailler dans les usines de Foxconn. Il n'y avait aucun droit de l'homme ni loi du travail. Au départ, les ouvriers gagnaient 50 centimes de l'heure et étaient sévèrement sanctionnés s'ils parlaient ou riaient pendant le travail. Ils devaient travailler tous les jours, et les équipes duraient 12 heures ou plus. Après le travail, ils dormaient dans des camps de fortune près des usines. Il y avait 8 à 12 personnes par chambre, et les conditions étaient très mauvaises. Les révélations sur la fabrication des iPhones allaient hanter Apple, mais pour le Parti communiste chinois, c'était une stratégie très étrange. Pourquoi permettrait-il à une entreprise taïwanaise d'exploiter leurs ouvriers pour fabriquer des produits pour une entreprise américaine ? Pourquoi accorderait-il à cette entreprise taïwanaise toutes les ressources et le soutien souhaité ? Bien que la croissance économique ait certainement été une incitation, ce n'était pas la seule raison. Le véritable facteur de motivation pour le Parti communiste chinois était celui-ci. La Chine a essayé de conclure un accord qu'Apple ne pouvait tout simplement pas refuser. Et si Apple devenait totalement dépendant de la Chine, le Parti communiste chinois exploiterait alors l'une des entreprises les plus innovantes et prospères du monde à son profit. En bref, la stratégie a réussi et Apple a capitulé. Désormais, tous leurs produits sont traçables jusqu'en Chine. Peut-on blâmer l'entreprise pour cela ? Foxconn était le partenaire de fabrication idéal pour Apple. Le modèle de sous-traitance en Chine semblait bénéfique pour tous. Eh bien, sauf pour les ouvriers, bien sûr. Le produit intérieur brut de la Chine a énormément augmenté grâce à Apple. Les revenus de Foxconn ont explosé, et Apple est devenue l'une des plus grandes et des plus rentables entreprises au monde. Et après 2010, la Chine n'était plus seulement une base de fabrication. La prospérité croissante des consommateurs chinois a permis à Apple de vendre massivement ses produits en Chine. Les iPhones sont devenus un symbole de statut social en France, plus encore qu'aux États-Unis. En 2015, les revenus d'Apple en Chine ont atteint près de 60 milliards de dollars, représentant 25% de son activité totale. La Chine a été l'un des marchés les plus cruciaux pour la croissance d'Apple ces dernières années. La statistique la plus folle, c'est qu'au deuxième trimestre de 2023, la Chine a brièvement dépassé les États-Unis en termes de vente d'iPhone. On peut dire sans risque qu'Apple ne serait pas une entreprise de 3000 milliards aujourd'hui sans la Chine.
Mais les failles ont commencé à apparaître dans la stratégie d'Apple en Chine. Selon des rumeurs, Apple serait complice de graves violations des droits humains en Chine. De nombreux rapports ont indiqué que Foxconn emploie des travailleurs mineurs dans le cadre de soi-disant stages. En 2010, plusieurs travailleurs de Foxconn se sont suicidés. Depuis lors, Foxconn a installé des filets autour de l'usine pour empêcher les gens de sauter dans le vide. Entourer votre bâtiment de filets de trampoline montre votre souci pour les gens. En plus de cela, il y a des rapports selon lesquels Foxconn utilise le travail forcé des Ouïghours au Xinjiang pour fabriquer des produits Apple. Tout cela nuit grandement à l'image d'Apple. L'entreprise a présenté des excuses et effectué des audits et rapports, mais le problème persiste partiellement. Le modèle économique de Foxconn se base sur de faibles salaires, ce qui implique peu de protection sociale et de droits pour ses employés. Comme expliqué précédemment, les autorités chinoises approuvent cela, car elles considèrent les ouvriers d'usine presque comme des citoyens de seconde classe. C'est parce que le gouvernement chinois permet à Apple et Foxconn d'exploiter ses travailleurs afin que la Chine puisse exploiter Apple. Mais le grand changement est survenu quand Xi Jinping a pris le pouvoir en 2013. Dès le lendemain de son investiture, les médias chinois ont attaqué Apple. Ils l'ont fait lors de la journée des consommateurs, un des derniers vestiges du socialisme chinois. En gros, une entreprise est pointée du doigt et exposée sur la chaîne d'État China Central Télévision, pour ne pas avoir respecté les valeurs socialistes. En 2013, Apple a rejoint les entreprises occidentales de plus en plus critiquées. Les médias d'État chinois ont accusé à tort Apple d'offrir des garanties moins avantageuses en Chine que dans le reste du monde. Le problème était que de nombreux iPhones étaient vendus par de faux revendeurs se faisant passer pour des magasins Apple. Apple a publié une rectification, mais c'était une mauvaise idée. Au cours des jours suivants, Apple a été attaqué de toutes parts par les médias et les responsables du Parti communiste chinois. Finalement, Tim Cook, le nouveau président directeur général d'Apple, a cédé, présentant ses excuses sincères et déclarant son immense respect pour la Chine. Il a introduit en Chine une politique de garantie supérieure à celle des États-Unis, mais il ne s'agissait pas de politique de garantie. C'était clairement un signe que Xi Jinping allait accroître la pression sur Apple, qui n'était pas la seule entreprise dans cette situation. Les multinationales étaient attaquées de tous les côtés. En 2014, au moins, 30 entreprises étrangères ont fait l'objet d'enquêtes antitrust en Chine. Le fabricant américain de puces Qualcomm a été durement touché, et il a été contraint de payer une amende d'1 milliard au Parti communiste chinois. Ils ont aussi dû créer des co-entreprises en Chine, ce qui est pire que prévu. Qualcomm ne pouvait opérer en Chine que si 50% de leurs activités étaient détenues par une entreprise chinoise. Cette entreprise chinoise pourrait alors voler leur propriété intellectuelle, rompre le partenariat et copier leur activité. D'autres entreprises occidentales comme Facebook et Google étaient déjà sur liste noire en Chine, ce qui n'était pas non plus prometteur pour Apple. Tim Cook devait éviter cela. Il a alors fait preuve de créativité. Apple a créé le groupe des 8, qui est un groupe interne chez Apple, entièrement dédié à la Chine et à ses relations avec le Parti communiste chinois. Cela semble suspect, et devient de plus en plus étrange. Parce que le groupe a compris qu'Apple ne peut éviter les ennuis en Chine qu'en aidant le Parti communiste chinois à atteindre ses objectifs. Alors c'est ce qu'ils ont fait. L'entreprise a lancé l'un des plus grands transferts de capacité de fabrication et d'expertise technique de l'histoire moderne. En 2015, Apple investissait 55 milliards par an en Chine. Pour démontrer à quel point c'est incroyable, comparons cela aux autres programmes d'investissement. Il n'existe pas vraiment d'équivalent dans le monde des affaires. C'est énorme, il faut regarder du côté des gouvernements. La loi Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors aux États-Unis, un investissement soi-disant unique en une génération pour l'Amérique, représente 280 milliards sur 10 ans. Cela ne fait que 28 milliards par an, pas 55 milliards par an. Le plan Marshall, l'aide américaine pour reconstruire 16 pays européens après la Seconde Guerre mondiale, s'élevait à 13 milliards de dollars, soit 130 milliards aujourd'hui sur 4 ans. Cela fait 32 milliards par an, ce qui reste bien moins que ce qu'Apple a dépensé en Chine. Donc, le fait est qu'Apple a tellement investi en Chine que cela a contribué à faire du pays une superpuissance économique. Le facteur principal est le nombre de personnes formées par Apple en Chine, représentant l'essentiel de l'investissement. Au total, Apple a formé environ 28 millions de Chinois sur une période de 25 ans. Ce chiffre comprend des ouvriers d'usines peu qualifiés et une part importante d'ingénieurs. Apple envoie ses meilleurs ingénieurs américains en Chine pour former les employés chinois à améliorer la fabrication. Et maintenant, Apple a beaucoup plus d'ingénieurs en Chine qu'aux États-Unis. En 2017, Tim Cook a affirmé qu'aux États-Unis, une réunion d'ingénieurs en outillage ne remplirait pas forcément une salle. En Chine, on pourrait remplir plusieurs terrains de football. Avec ses investissements massifs, Apple est devenu le plus grand formateur d'ingénieurs chinois.
Les conséquences de cela sont énormes. Ces connaissances en ingénierie ne sont pas restées uniquement chez les employés d'Apple. Les ingénieurs chinois d'Apple ont partagé leurs connaissances acquises chez Apple dans des universités et entreprises chinoises. Il ne s'agit pas que d'éducation. L'autre facteur clé est qu'Apple contribue au développement et au soutien de toute une chaîne d'approvisionnement en Chine. Parce qu'il n'y a plus seulement Foxconn, il y a toute une liste de fabricants de composants en Chine. Sur la liste de fournisseurs d'Apple, qui fait 25 pages, il y a à peine quelques fournisseurs qui ne fabriquent pas de composants en Chine. La chaîne d'approvisionnement passe progressivement sous le contrôle du Parti communiste chinois, dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement rouge. Mais c'est aussi la principale raison pour laquelle Apple ne peut pas partir, comme nous le verrons plus tard. Maintenant, ce transfert d'expertise et de capacité de fabrication a fait des merveilles pour l'économie chinoise. Sans le soutien d'Apple, la Chine ne serait certainement pas aussi proche des États-Unis aujourd'hui, en termes de taille économique. Parce que Apple a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ses investissements massifs. Il ne s'agit pas des chiffres du produit intérieur brut. Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis, a eu des paroles très sages à ce sujet. Il a dit que non seulement la richesse, mais aussi l'indépendance et la sécurité d'un pays semblent être matériellement liées à la prospérité des industries manufacturières. En somme, l'industrie manufacturière est doublement utile. Elle crée des emplois et est nécessaire à l'armée. Si vous excellez dans la fabrication, vous pouvez aussi produire des missiles, des chars et des drones. Bien qu'un iPhone soit très différent de la technologie militaire, les machines et les connaissances utilisées ne sont pas si éloignées non plus. Les machines de fabrication des coques d'iPhone peuvent également produire des missiles. Les chaînes d'assemblage robotisées de masse peuvent aussi être utilisées en temps de guerre, et la logistique nécessaire à la fabrication de centaines de millions de produits haut de gamme chaque année est assez similaire à celle de la production de biens militaires. Mais surtout, Apple a formé des dizaines de milliers d'ingénieurs en Chine, et ils sont capables de fabriquer du matériel militaire avancé. C'est exactement ce que Xi Jinping voulait depuis le début. En 2015, il a lancé l'initiative Fabriquer en Chine 2025. Avec ses objectifs stratégiques de fabrication, il aspirait à devenir l'un des acteurs mondiaux les plus puissants. 10 ans après, Apple a grandement aidé la Chine à cet égard. Comme disent les communistes, les capitalistes nous vendront la corde pour les pendre. Au cours des années suivantes, Apple ferait encore plus pour plaire au Parti communiste chinois. En 2017, Apple a retiré toutes les applis VPN de l'App Store en Chine. Cela a aidé le Parti communiste chinois à renforcer la grande muraille électronique de Chine. Sans VPN, les internautes chinois ne peuvent pas échapper à ce pare-feu qui maintient la Chine coupée du reste du monde. En la même année, Apple a retiré l'appli du New York Times des appareils chinois. Apple stocke désormais toutes les données des utilisateurs chinois dans un centre de données appartenant à une entreprise d'État en Chine. Apple est très engagé à protéger la confidentialité des utilisateurs. Le nouveau slogan d'Apple devrait être « Tu ne franchiras point la grande muraille de feu ». Plus tard, les plateformes de podcast ont été retirées de l'App Store en Chine, ainsi que les applications de lecture du Coran et de la Bible. Lors des manifestations de 2022, la fonction AirDrop a été limitée pour freiner la diffusion rapide des informations. Apple a récemment supprimé WhatsApp et Threads de l'App Store chinois. Avec toutes ces preuves, il est assez clair qu'Apple se vend au Parti communiste chinois. Tout cela est très choquant, venant d'une entreprise américaine. Mais l'histoire devient encore plus folle maintenant. Les États-Unis et la Chine ont récemment eu des tensions commerciales, le président Trump essayant de rapatrier la production aux États-Unis. En raison des droits de douane et des menaces de Trump d'imposer un tarif de 25% sur les iPhones fabriqués à l'étranger, Apple est incité à relocaliser sa production. Il y a aussi un risque géopolitique croissant pour Apple. Quand les États-Unis et la Chine s'affronteront réellement au sujet de Taïwan, ce sera la fin pour Apple. La Chine pourrait utiliser son contrôle sur Apple comme une arme, retirer sa licence d'exportation et laisser l'une des plus grandes entreprises américaines faire faillite. Malgré la douleur pour la Chine, les dégâts psychologiques et financiers infligés aux États-Unis en vaudront la peine pour Pékin. De plus, Apple dépend à 100% de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à Taïwan pour ses puces, ce qui rend la situation encore plus compliquée. Une guerre autour de Taïwan mettra fin à Apple d'une manière ou d'une autre. Pour minimiser les risques géopolitiques, Apple se tourne vers l'Inde et le Vietnam pour profiter d'une main-d'œuvre abordable tout en se diversifiant de la Chine. Apple vise à ce que la majorité de ses iPhones vendus aux États-Unis soient fabriqués en Inde d'ici fin 2026. En mars, les expéditions d'iPhone de l'Inde vers les États-Unis ont atteint un record de 600 tonnes d'une valeur de 2 milliards. Les sous-traitants d'Apple en Inde, Tata et Foxconn, accélèrent la production dans le pays.
Bien que cela soit bon pour les relations publiques et pour éviter les droits de douane, cela n'aide pas vraiment. L'assemblage n'est que la dernière étape de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, et c'est l'une des étapes les plus faciles pour la déplacer. Donc assembler en Inde et au Vietnam ne résout absolument pas la dépendance d'Apple à la Chine. Pendant ce temps, la question est de savoir si la Chine permettra à Apple de partir. En ce moment, Apple possède environ 47 milliards de dollars en biens, usines et équipements, et la plupart se trouvent en Chine. En résumé, c'est la propriété d'Apple, mais utilisée par ses sous-traitants tiers. Les machines conçues par Apple sont cruciales pour la fabrication de leurs téléphones, ordinateurs portables et de bureaux. Mais la Chine ne lâche pas ces machines. Elle retarde ou sabote carrément les expéditions des machines d'Apple hors du pays. Apple possède les machines, mais la Chine contrôle la porte de sortie. Ce qui rend la situation encore plus compliquée, c'est qu'Apple a formé et éduqué des millions d'ouvriers et des milliers d'ingénieurs en Chine. Ils ne déménageront pas en Inde ou au Vietnam, et il sera très difficile et coûteux de former de nouvelles personnes dans ces pays. De plus, si Apple part, la Chine risque de voler sa propriété intellectuelle. Il y a déjà eu plusieurs histoires d'employés chinois qui ont volé des secrets commerciaux à Apple. Des concurrents chinois comme Huawei ont probablement copié certaines choses et profité de la chaîne d'approvisionnement qu'Apple a mise en place en Chine, en s'approvisionnant auprès des mêmes fournisseurs locaux. Mais si Apple décide de quitter la Chine, celle-ci pourrait bien aller jusqu'à tout copier. Maintenant, j'aimerais terminer la vidéo sur une note positive. Apple a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis sur les 4 prochaines années. Malheureusement, c'est aussi un coût publicitaire. Parce que si vous regardez de près l'annonce d'Apple, ils ne vont créer que 20 000 emplois aux États-Unis. 25 millions par employé ne semble pas être un bon ratio. Et avec 20 000 nouveaux employés, Apple ne déplace évidemment pas sa production de la Chine vers les États-Unis. Il y a de grandes promesses de construire une nouvelle usine à Houston, au Texas, d'étendre la production en Arizona, et de lancer une académie de fabrication américaine. Cependant, la plupart des fonds, s'ils sont dépensés, iront probablement au centre de données et à l'informatique. Vu les promesses passées de Tim Cook, le scepticisme est de mise. En 2021, il a promis d'investir 43 milliards de dollars sur 5 ans aux États-Unis pour créer 20 000 emplois. En 2018, il a promis d'investir 350 milliards sur 5 ans pour créer aussi 20 000 emplois, car nous voulons aider l'Amérique. Apple semble faire la même promesse chaque fois qu'un nouveau président américain s'inquiète de la Chine. Et ils ne sont pas très créatifs non plus, parce qu'ils promettent les mêmes 20 000 emplois à chaque fois. À ce rythme, la seule chose qu'Apple fabriquera en Amérique seront des annonces. Mais si on se met à la place d'Apple, est-ce même possible de déménager aux États-Unis ? Les ouvriers américains gagnent un salaire 10 à 30 fois supérieur à celui des ouvriers en Chine. Et où allez-vous même trouver des centaines de milliers d'ouvriers aux États-Unis ? De plus, il faudrait des années pour bâtir l'infrastructure de production et la chaîne logistique aux États-Unis. Former tous les ingénieurs aux États-Unis prendrait également beaucoup de temps. Aujourd'hui, la robotique devient de plus en plus avancée chaque jour, donc peut-être qu'Apple n'aura plus besoin d'autant de personnes, ce qui permettrait à l'entreprise de rapatrier la fabrication. Mais pour l'instant, il serait plus pertinent de délocaliser la production en Inde et au Vietnam. Non seulement pour l'assemblage, mais pour toute la chaîne d'approvisionnement. Apple ne dira pas que cela prendra des années, voire des décennies, et qu'il est peut-être déjà trop tard pour eux. Parce que pour l'instant, et pour un avenir prévisible, Apple a un énorme problème avec la Chine. Cette vidéo est née du nouveau livre de Patrick Magee, Apple en Chine, la prise de contrôle de la plus grande entreprise du monde. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la Chine a pris le contrôle d'Apple, procurez-vous absolument un exemplaire du livre. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner, puis de partager cette vidéo avec votre député ou votre sénateur. Apple a l'habitude de faire de grandes promesses pour aider l'industrie américaine sans jamais vraiment les tenir.